Charlie répare l'avion que sa femme Sarah lui a offert pour son anniversaire. Sarah l'interrompt pour lui annoncer qu'elle part bientôt pour une conférence professionnelle à Londres. Elle l'invite à l'accompagner, mais Charlie refuse, prétextant avoir trop de travail. Plus tard, il se rend au quartier général de la CIA. En se dirigeant vers le département de décryptage et d'analyse, il passe devant tous les scanners de sécurité qu'il a lui-même inventés. Soudain, il reçoit un message d'Inquiline, une personne mystérieuse avec qui il est en contact depuis des années. Comme d'habitude, celle-ci a des informations classifiées à lui vendre, mais cette fois, elle l'avertit, ces documents pourraient mettre la CIA en danger. Charlie tente de deviner leur localisation et propose Istanbul, mais Inquiline balaye sa suggestion. Il se met ensuite à analyser les documents, mais contre toute attente, même un génie comme lui ne parvient pas à décrypter le code. Après la pause déjeuner, il retourne dans son bureau et reçoit un appel de Sarah qui lui annonce être déjà arrivée à Londres. Pourtant, Charlie le savait déjà, il la suit à la trace. Ils échangent peu car il est obsédé par les documents mystérieux. Comme il n'arrive toujours pas à percer le code, il emmène son ordinateur dans une zone restreinte où un système plus avancé l'aide à progresser. Après un long moment, il parvient enfin à ouvrir les fichiers. Le choc est immense. Il s'agit de documents ultra secrets révélant qu'une frappe de drone déguisée en attentat suicide a été autorisée puis étouffée. Les fichiers contiennent des extraits de journaux faisant état de 150 victimes, dont des forces spéciales françaises et des marines danois. Toute l'opération a été orchestrée par le chef Moore, qui est aussi le supérieur de Charlie. Ce soir-là, chez lui, Charlie essaye d'appeler Sarah, mais elle ne répond pas. Il lui laisse un message vocal. Le lendemain, en arrivant au bureau, il tombe sur Moore qui l'attend. Moore emmène Charlie dans le bureau d'O'Brien, devenue directrice depuis peu. Elle lui annonce qu'un attentat terroriste a eu lieu dans un hôtel londonien et que Sarah en a été l'une des victimes. Charlie refuse d'y croire et veut appeler Sarah. Moore allume alors la télévision. Les infos montrent comment 4 terroristes ont fait irruption dans l'hôtel, pris des otages et tué 2 personnes. Moore diffuse ensuite les images de la caméra de surveillance de l'hôtel, confirmant que Sarah était bien parmi les victimes. Quand Charlie rentre chez lui, il trouve des dizaines de journalistes qui l'attendent pour l'interviewer, retenus par la police. Un ami l'aide à entrer discrètement. Le lendemain, Charlie confronte Moore et Caleb, le superviseur, et il trouve leur version des faits très suspecte. Comment les terroristes ont-ils pu échapper à des milliers de caméras à Londres, sans compter qu'ils ont circulé en voiture en plein trafic? Moore promet qu'une enquête est en cours, mais Caleb renvoie Charlie chez lui. Le jour suivant, Charlie se rend à l'aéroport pour récupérer le corps de Sarah et ses affaires. Chez lui, il ouvre la valise et y découvre un cadeau que Sarah lui avait acheté. Fou de douleur, il craque. Incapable de rester en place, il retourne au travail et utilise l'ordinateur sécurisé pour pirater les caméras de l'hôtel et des rues environnantes. Il reconstitue une chronologie des événements et la présente à ses supérieurs. Les 4 terroristes ont volé un véhicule dans l'East End, puis sont entrés dans l'hôtel par les cuisines, effaçant méthodiquement toutes les empreintes et traces d'ADN. Apparemment, ils avaient un rendez-vous avec la société Impact Investments, basée en Indonésie, mais quelque chose a mal tourné, une dispute a éclaté dans le couloir. Un des agents de sécurité de la société, furieux, a provoqué un des terroristes qui a ouvert le feu, tuant un garde et laissant l'autre entre la vie et la mort. La sécurité de l'hôtel a été alertée et a appelé la police. Pris au piège, les terroristes ont foncé dans la salle de conférence et pris des otages. Sarah a été capturée en tentant d'aider des participants à s'échapper. Grâce à une analyse vocale et faciale, Charlie a réussi à identifier les 4 terroristes. Mishka, un russe de Moscou, Lorenz, un ancien membre des forces spéciales sud-africaines, Horst, un mercenaire, et Gretchen, une ex-officier de l'intelligence. En voyant que Caleb et Moore ne réagissent pas, Charlie comprend qu'ils savaient déjà tout cela. Il lui assure qu'il s'en occupe et l'envoie voir un thérapeute. Le lendemain, Charlie cache une puce dans son badge et passe la sécurité sans que les scanners ne la détectent. Dans son bureau, il imprime tous les fichiers classifiés et utilise un skimmer sur l'imprimante pour en faire une copie digitale. Ce soir-là, il va dans un bar et fixe longuement un jukebox. Le lendemain matin, il confronte à nouveau ses supérieurs avec les documents imprimés. Il énumère toutes les missions douteuses de Moore, le bombardement d'un hôpital syrien, une frappe sur une base alliée au Yémen qui a tué des milliers de civils et menace de tout révéler à la directrice.
Il révèle avoir activé un dispositif de mort subite. S'il n'entre pas un code toutes les 5 heures, les preuves seront envoyées aux plus grands médias. En échange de son silence, Charlie exige une formation complète de la CIA, des faux passeports, de l'argent, une arme et des informations sur les assassins de Sarah. Après la réunion, Charlie retourne à sa voiture et vomit, submergé par le stress. Au bureau, Moore affirme que le dispositif est un bluff, mais Caleb fait remarquer qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre ce risque. Ils chercheront le déclencheur. S'il s'agit bien d'un bluff, ils organiseront un accident mortel pendant la formation. Plus tard, Caleb et son équipe tentent de comprendre comment Charlie a copié les fichiers confidentiels. Ils évoquent la possibilité d'un skimmer qui ne fonctionnerait pas sur nos ordinateurs sécurisés, mais pourrait être utilisé sur une imprimante. Charlie aurait pu envoyer les fichiers à l'imprimante et utiliser une bande magnétique pour copier les données. En examinant les images des caméras de surveillance, il confirme que Charlie a acheté une bande magnétique dans un magasin, mais il ne voit toujours pas comment il l'a fait entrer et sortir du bâtiment. L'équipe fouille aussi la maison de Charlie et découvre qu'il s'est rendu 2 fois dans un bar précis. Ils s'y rendent et trouvent un CD d'ABBA sous le jukebox. Caleb le sélectionne dans le catalogue, mais seul un bruit parasite sort. Il retire alors le CD que Charlie y avait caché. Pendant ce temps, Charlie arrive dans un centre de formation de la CIA où le colonel Henderson l'accueille. Il commence au stand de tir, mais Charlie n'est pas un bon tireur. Il doit se rapprocher le plus possible de la cible pour toucher le bon endroit. En revanche, quand il s'agit de fabriquer des bombes, il est d'une rapidité impressionnante, ce qui impressionne Henderson. Ensuite, Charlie doit apprendre sa nouvelle identité. Henderson le harcèle et le bouscule pour qu'il puisse réciter ses nouvelles informations même sous pression. Enfin, il finalise les faux passeports. Ce soir-là, Henderson se rend dans la chambre de Charlie et lui dit qu'il n'est pas un tueur. Mais Charlie insiste, il veut justice. Henderson sort alors un pistolet et le tend à Charlie, lui demandant de viser sa poitrine. Les mains de Charlie tremblent tellement qu'il finit par baisser l'arme. Au bureau, les agents passent des heures à décrypter les informations du CD jusqu'à découvrir que Charlie bluffait avec son dispositif de mort subite. Ils informent immédiatement leurs supérieurs, ignorant que Charlie les espionne. Il s'avère que la puce qu'il avait cachée dans son badge était en réalité un micro qu'il avait placé sur les dossiers qu'il avait donnés à ses supérieurs. Moore appelle immédiatement Henderson pour lui ordonner d'arrêter Charlie, mais c'est déjà trop tard. Charlie a pris la fuite. Après avoir raccroché, Moore remarque enfin le micro sur les dossiers et s'adresse directement à Charlie pour lui dire que c'est de la trahison. Charlie se débarrasse de son oreillette avant de monter dans un avion. Une fois à Londres, Charlie passe la douane et se dirige vers Paris. Son faux passeport apparaît dans les systèmes de la CIA, alors Moore envoie Henderson à ses trousses. À Paris, Charlie loue une chambre d'hôtel près du restaurant où Gretchen est souvent visible. Finalement, elle apparaît et Charlie commence à tracer son téléphone. Charlie passe la journée devant l'immeuble de Gretchen et attend qu'elle parte. Quand un locataire sort, il en profite pour entrer. Puis, en suivant un tutoriel en ligne, il crochette la serrure de l'appartement de Gretchen. Il commence à fouiller les lieux et prend des photos de son emploi du temps. Il trouve aussi un pistolet dans un tiroir et décide de le garder. À ce moment-là, son traceur l'avertit que Gretchen rentre. Il se précipite vers les escaliers pour l'attendre. Mais quand elle arrive enfin, il n'arrive pas à appuyer sur la détente. Déçu, il retourne en courant à l'hôtel et fait semblant que Sarah l'attend. Une fois calmé, il examine les photos de plus près et découvre que Gretchen se rend souvent à l'hôpital. En piratant son dossier médical, il apprend qu'elle souffre d'allergie. Le lendemain matin, Charlie achète énormément de fleurs. Puis, il attend au café jusqu'à ce qu'il aperçoive Gretchen et la suive jusqu'à l'hôpital. Celle-ci passe des examens, mais le médecin remarque que l'écran de l'ordinateur dysfonctionne et quitte la pièce pour demander de l'aide. Charlie entre, déguisé en médecin, et enferme Gretchen dans une chambre étanche. Elle commence à paniquer, mais il l'ignore tout en remplissant la pièce de pollen. Le médecin et une infirmière entendent du bruit, mais la porte est verrouillée. Gretchen s'affaiblit à cause de ses allergies. Charlie lui dit qu'il l'aidera si elle révèle où trouver Horst, celui qui a tué Sarah. Les allergies l'empêchent de parler, alors Charlie ouvre la chambre pour que Gretchen le pousse contre le bureau. Ils se battent dans toute la pièce, se jetant l'un et l'autre contre chaque meuble. Charlie sort son pistolet, mais Gretchen le fait tomber et ouvre la porte pour s'échapper. Charlie, désespéré, la suit dans la rue, mais avant qu'il puisse tirer, Gretchen est percutée par une voiture. Horrifié par le corps, Charlie se force à se rapprocher pour prendre son téléphone, puis il s'envole et jette la blouse dans une poubelle. À l'hôtel, il lave tout le sang et fait ses bagages. Ce soir-là, il se rend dans un bar Ekmet TN, MAI, PN.
se rend dans un bar et boit beaucoup pour noyer sa culpabilité. Il croit apercevoir Sarah en train de danser, mais en y regardant de plus près, il s'agit d'une femme qui lui ressemble. Puis il note Henderson qui s'approche de lui et panique avant de bousculer des gens jusqu'à réussir à quitter le bar et à courir dans les rues avant de se réfugier dans un autre établissement. Henderson le suit. Charlie se précipite aux toilettes et verrouille la porte. Malheureusement, il n'y a pas de fenêtre, il n'a donc pas le choix, il doit sortir. Il rejoint Henderson au bar et apprend qu'il l'a trouvé en traçant le téléphone de Gretchen. Après une brève discussion, Charlie montre un minuteur sur son téléphone et sort en courant avant qu'une bombe n'explose dans les toilettes. La panique s'empare du bar et Henderson perd Charlie de vue. Le traceur sur son téléphone ne fonctionne non plus. Le lendemain matin, Charlie contacte Inkilin pour obtenir son aide et quitte le pays à bord d'un avion cargo en direction de la Turquie. À Istanbul, il se rend dans un restaurant et envoie un message à Inkilin. Remarquant qu'un homme à côté de lui reçoit un appel, il tente de s'approcher, mais une femme l'empêche et lui demande de vérifier son téléphone. Il quitte alors le restaurant et la femme s'approche à nouveau de lui, confirmant qu'elle est Inkilin.